tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ma vie d'interne. Je me présente, je suis Anthony, responsable de la préparation conférence Cartesia. Et bien, avec ce nouvel épisode de Ma vie d'interne, bien, nous allons pouvoir essayer de vous dire plein de choses sur l'internat et également la vie de médecin ce soir sur la MPR. Une spécialité, une petite spécialité, parfois méconnue, mais qui, vous allez le voir avec Charles, à qui nous allons poser des questions, est tout à fait intéressante. Je vais donc tout de suite faire entrer Charles, qui s'appelle sur Instagram MyPhysiatrist, nous rejoindre et pour qu'il puisse bien témoigner et nous parler de son internat en MPR. Alors, on est en direct, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Nous avons déjà reçu quelques questions, donc on pourra les poser ensemble à Charles. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va, vous m'entendez bien? Yes, tout est OK. Ok, très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation Mais, pour pouvoir témoigner de ton internat et ton expérience dans la spécialité MPR. Alors peut-être que pour commencer, tu vas pouvoir rapidement te présenter, nous dire un peu ton parcours et où tu en es actuellement. ok, très bien. Alors, je m'appelle Charles, je suis interne à Paris. Peut-être enlever mes lunettes avec le reflet, non, c'est bon. Je suis interne à Paris, du coup, en MPR depuis bientôt 1 an. J'ai fait mes études à l'université Paris-Saclay et à Kremlin-Bicêtre en particulier. Ok. J'ai choisi la MPR en étant arrivé 4900, je sais plus combien, mais 4909, je crois. Je sais pas. Et Ok. en tout cas, ça m'a permis d'arriver en milieu de promo. Oui, je ressemble à Olivier Giroud, oui, on me le dit. Milieu de promo, et c'est-à-dire que je suis arrivé 7e sur 13 dans la promo de MPR parisienne. Et du coup, je pense que c'est déjà de bons éléments de présentation. Et pour mes motivations, quant à mon choix de la spécialité MPR, Ouais, j'imagine quelque chose qui va venir en deuxième question. exactement. Tu devines les questions. Écoute, c'est pas compliqué. Moi, la MPR, c'est une spécialité que j'ai pas vécue en stage d'externe. Donc, je l'ai découvert tout d'abord dans les livres. Et je me rappelle très bien qu'en préparant l'ECN, en faisant les annales, je me disais, bon, quand même, c'est bien expliqué dans ce bouquin. Et, j'aimais bien cet aspect un petit peu transversal, qui allait dans le détail parfois, très analytique, très très important. Le détail en MPR, c'est très important. La Ouais. précision. Je l'ai découvert plus tard en application. Et sinon, mais c'est pas le bouquin qui m'a aidé à faire mon choix. Faire mon choix, ça a été déjà donc déjà rencontrer des personnes qui étaient dans la spécialité pendant l'été de ma D4, Ouais. le fin de D4, donc, dont je vous parlerai après, parce que j'ai vu que c'était une question qui était sortie, comment préparer son internat sûrement pendant l'été, s'il y a des trucs à faire ou pas. Ouais. Et et du coup, j'ai rencontré des personnes, à la fois à l'hôpital, en centre de rééducation, et puis j'ai discuté avec mes amis, j'ai discuté avec des internes qui étaient déjà dans la spécialité, d'autres qui étaient au contraire dans d'autres spécialités auxquelles j'avais accès, notamment de chirurgie. J'aurais pu faire de la chirurgie vasculaire, c'était possible. Et puis j'aurais pu faire aussi de la pédiatrie, des choses qui m'intéressaient pas mal pendant que j'étais externe. Mais en fait, c'est vraiment la synthèse de mes aptitudes et de mes envies Ouais. pour qui ont fait que je suis resté sur Paris. J'ai choisi la MPR parce qu'elle me fitait bien, cette spécialité. C'était une spécialité où il y avait plein de devenirs possibles. Et je vais en parler tout à l'heure pour les opportunités possibles quand on part dans cette spécialité. Ouais, tout à fait. On va pouvoir évoquer ça ensemble. Peut-être une des premières questions que j'ai envie de poser, c'est à quoi ressemble un peu le quotidien d'un interne en MPR et aussi plus tard peut-être d'un médecin.
Alors j'imagine que MPR, ça peut désigner plein de choses, enfin presque de métiers un peu différents. Mais peut-être que tu peux nous expliquer un peu quelles sont les différentes voies et ensuite, ben, concrètement, au quotidien, qu'est-ce que toi tu y fais? Très bien. Alors, pour une mise en contexte, je suis interne de MPR pour ceux qui viennent de rejoindre le live de première année. J'ai fait un stage en service de MPR, en rééducation neurolocomotrice d'ailleurs, à l'hôpital Albert Chenevier à Paris, enfin c'est à Créteil. Je suis professeur Graciès, que je salue si jamais il me regarde, ou des membres de l'équipe aussi. Et le deuxième stage que j'ai fait, parce que c'est des stages de 6 mois, c'était aux urgences de l'hôpital Cochin à Paris. D'ailleurs, je salue aussi l'équipe au passage et le docteur Benoît Demingue, si jamais il me voit, et que j'ai quitté récemment, du coup, parce que je rentre dans ma semaine de vacances de fin de stage. Cela étant dit, je peux vous dire que mon expérience dans le domaine de la MPR s'est limitée à mes rencontres avant l'internat et à mon premier semestre. Ouais. Résultat, j'ai ouvert la MPR neuro-locomotrice avec une prédominance de pathologies de rééducation donc neurologique, type Mhm. sclérose en plaques, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Des traumatisés crâniens, des choses comme ça. Donc, où on voit en perspective, déjà, on découvre tous les métiers qui gravitent autour du médecin Ouais. MDR, parce que c'est ça. Je vais vous raconter les sentiments que j'ai eus et les impressions quand j'ai débarqué dans ce monde de l'internat. Donc, on arrive, on est médecin, on a des responsabilités. Le but déjà, c'est d'apprendre à gérer une salle. Donc il faut gérer une salle avec des malades, des gens qui sont hospitalisés depuis plus ou moins longtemps, on récupère le métier, on est un petit peu perdu, on est aiguillé heureusement par ces seniors, chefs et PH. Et on a donc l'impression qu'on a la lumière de la MPR, de sa spécialité qui nous tombe dessus alors qu'on ne connaît rien. Donc on a beaucoup de responsabilités, on doit mettre en pratique ses connaissances d'externe. Voilà, on est externe, on passe médecin. Bon. Donc, en parallèle de ça, ce qui est bien, c'est que dans les stages de MPR, on a un petit peu plus de temps. On a du temps pour se former, pour apprendre, pour travailler, pour faire des travaux de recherche. Et d'ailleurs, les chefs de service, donc le chef de service avec qui je suis passé, m'a incité à faire ça, m'a vraiment poussé dans cette voie pour progresser et être très bon. Il m'avait dit, je me rappelle, et c'est une bonne philosophie, je pense, pour débuter son internat si on choisit MPR, tu Ouais. vas en contact avec des rhumatologues, des neurologues, des gériatres, des pédiatres, toutes les spécialités qui fonctionnent autour de la personne, et tu dois être compris d'eux et comprendre ce qu'ils te disent. Tu dois être aussi bon, voire meilleur qu'eux, pour apporter quelque chose dans la prise en charge des patients. Donc c'est avec ce là de perfectionnisme donc, que je suis arrivé et que j'ai commencé à bosser en MPR. Donc j'ai fait énormément de travail personnel parce que je voulais savoir un petit peu où était ma place. On arrive, il y a des kinés qui sont très gentils d'ailleurs que je salue, mais on ne sait pas trop quelle est la limite parce qu'on a entendu dans des bruits de couloir quand on était externe qu'au final, et même d'amis, que les MPR c'était des super kinés. Je sais pas, moi il n'y a pas de super, voilà, il y a des kinés, il y a des médecins, tout le monde s'équilibre, tout le monde participe en fait à un projet qui est la Ouais. vie de personne et une vie pour après une prise en charge de pathologie aiguë pour le retour à la maison, pour le retour à une qualité de vie, du moins une vie qui a une qualité de vie normale. Voilà. Ok, donc ça peut demander un peu d'autonomie quelque part, notamment au début peut-être de l'internat. Exactement. Tu arrives, mais ça, peu importe la spécialité, il faut Mm. être autonome, il faut, tu Ouais. arrives dans un monde que tu ne connais pas, parce que tu es fixé à un niveau que tu ne peux pas appréhender, des responsabilités nouvelles. Moi, avant ma première Bien garde, sûr. bah, t'as peur avant ta première garde, c'est normal. Et pas en service de rééducation, en réanimation ou en urgence. J'ai eu le même sentiment de crainte par rapport à l'inconnu, qui est normal. Ouais. Là, dans les deux services que je suis allé, c'était équivalent. J'ai eu la même appréhension des deux côtés. Mm. Ok. Et du coup, concrètement, dans l'accompagnement que tu fais tous les jours avec du coup ces personnes avec des pathologies souvent aiguës, comme tu as dit, concrètement, tu les suis. Donc, c'est beaucoup de travail en équipe, si j'ai Oui, bien compris. alors oui, Et ensuite, concrètement, qu'est-ce que euh, quelles actions tu vas mettre en place, on va dire, chaque jour au quotidien? très bien. Alors, tu es médecin, tu dois t'occuper des malades sur le plan médical, mais aussi paramédical.
c'est ça qui est sympa dans la rééducation, c'est que tu fais du paramédical, du moins tu Ouais. essaies de superviser et participer, je dirais même, c'est plus exact comme mot, à la prise en charge paramédicale des patients. Tu as des patients, on va prendre un exemple de quelqu'un qui a un AVC, Mm. il arrive, la prise en charge aiguë est terminée, il a fait sa réanimation, il a été en neurologie, il va en rééducation pour voilà, réapprendre à récupérer des amplitudes de mouvement suffisantes, faire traiter la spasticité, des choses comme ça. La suite de la prise en charge se termine en rééducation. Ouais. Sauf que c'est la vie aussi, la nouvelle vie qui commence en rééducation. Donc tu as affaire à des rééducateurs et des médecins. Donc les kinés, les orthophonistes, les assistantes sociales aussi, parce que la RMPR, c'est une spécialité bio-psycho-sociale, vu que c'est la dimension de l'homme que tu prends dans son intégralité. Ouais. Donc moi, je vais me rappeler là comment c'était quand j'étais le matin, je vais te raconter une matinée type. Ouais. T'arrives, tu fais donc t'arrives, tu prends, tu te changes, tu t'organises. Tu vois s'il n'y a pas eu des problèmes pendant la nuit déjà dans les bruits de couloir, avant de prendre les transmissions de la part du Ouais. personnel soignant qui est présent dans le service, donc les infirmières, les aides-soignantes, et tout le monde est important à écouter parce que en l'occurrence, vu que tu fonctionnes avec des gens qui sont à mobilité réduite, qui sont handicapés, qui ont Mm. besoin d'aide humaine parfois, et je dirais même souvent, tout le monde est important, parce qu'il va prendre sa douche, il va avoir du mal. Ah bah oui, et que dans un service hospitalier, on peut pas laver les gens tous les jours. Ah bah oui, voilà, ça pose des problèmes à certains. Il faut s'occuper des petits problèmes comme ça, comme des gros problèmes. Des gros problèmes comme, ah bah lui, il a chauffé cette nuit, il a fait de la fièvre. Ah bah, alors, il va falloir que je lance un bilan. Et comme ça, on organise un petit peu sa journée. Donc on fait des transmissions, c'est de la nuit au jour. Ouais. On gère les problèmes médicaux en fonction de ça, dans le service. Il y a les patients qui partent en séance de rééducation, parce que tout l'emploi du temps pour chaque patient, chaque semaine, qui est aménagé pour les soins de rééducation, donc la kinésithérapie, les séances d'orthophonie, et je dirais même, qu'est-ce qu'il y a d'autre les rendez-vous parfois avec les diététiciens, enfin, tout est important, tout doit être. Et nous, donc là, c'est la matinée, après, bon, on va manger. Par rapport aux urgences, d'ailleurs, on mange un petit peu plus longtemps, si c'est un peu en cellule. C'est assez important. Et on peut prendre un petit café, même en se posant. Et après l'après-midi, bah, c'est le même schéma, sauf qu'il n'y a pas de transmission. On voit si on a encore du travail médical à faire de la matinée, surveiller, récupérer des bilans qu'on aurait lancés le matin pour suivre l'évolution des malades. Et ensuite, on a même un petit peu le temps de faire du travail universitaire, parce on a accès à un ordinateur et tout. Et puis après vient le soir où on transmet cette fois, si on a des patates chaudes, entre guillemets, des choses, des fils rouges, on transmet à la nuit les patients sur lesquels il va falloir rester attentif. Ils ont eu des problèmes durant la matinée ou durant l'après-midi. Il faut pas faut qu'ils soient stables durant la nuit. Voilà. Ouais. On va Ok. directement inventer un scénario hypothétique. On va partir en garde. Donc tu arrives, la garde elle commence. Tu as transmis des patients d'autres services. Donc tu gères, tu récupères des bilans. Et puis moi, c'était dans une structure qu'on appelle SSR, entre guillemets, maintenant nouvellement SMR, où là, pour le coup, c'est des gardes d'intérieur. Tu gères ton service, mais aussi tous les services, que ce soit la gériatrie, l'hépatogastro, la rééducation cardiaque et les services de psychiatrie, bien sûr. Ok. Là, tu es appelé au fur et à mesure de la nuit, donc tu gères les urgences. Donc quand c'est le premier semestre, quand tu appelles, écoute, lui, il vomit par sa trachéo. Comment on fait? Ok, tu viens, tu as le coup de fil au SAMU facile, et Ouais. voilà, ils viennent, t'es épaulé. C'est ça qui est bien en médecine, c'est que on comprend et ils ont l'habitude. Tu rentres dans un système où tout le monde a l'habitude de fonctionner avec tout le monde et faut trouver sa place, c'est assez facile. Donc tu termines la garde ensuite, tu transmets tes malades le matin, et voilà. Ok. Donc, d'après ce que tu me dis là, ce que tu nous dis, ça répond un peu, je pense, à une question qu'on avait reçue d'un étudiant qui hésite un peu à faire MPR, qui a quand même envie, mais qui a peur de ne plus avoir le côté médecine traditionnelle, avec le côté aigu, pose de diagnostic. J'ai l'impression que ça existe, ça continue, enfin, tu peux quand même, tu continues à poser des diagnostics parce que tu gères en fait des, des, des personnes au quotidien. Et Alors j'ai apprécié de lire cette question. Je remercie sincèrement du fond du cœur celui qui me l'a posée.
Je sais pas qui c'est, mais qui me mette un petit merci là dans la barre de commentaires. Parce que et franchement, je me suis dit, ah là là, mais quel plaisir je vais me faire de répondre à cette question. Alors, il faut savoir que le médecin MPR, c'est un médecin, dans l'idée des gens, qui a un petit peu plus de temps que tout le monde. Voilà. C'est pas un glandeur, c'est pas un archibosseur, c'est pas quelqu'un qui est archi pris par le service. Il a un petit peu de temps. Et les examens cliniques sont longs. Moi, une visite en service de rééducation, on voyait 5 patients maximum. Quand tu es externe, que tu es dans un service d'hépatogastro, tu peux voir parfois une quinzaine, une vingtaine de malades. Ouais. Déjà, c'est ça. Pourquoi? Parce que les médecins NPR sont excellents en clinique. Pourquoi? J'ai dit un mot au début de notre interview, la précision analytique. Le médecin MPR pose des diagnostics et examine ses malades de manière extrêmement précise. Pourquoi? Parce que c'est le spécialiste qui va de l'organe jusqu'à la fonction. T'as aucun médecin, du moins ceux qui sont malins le font un petit peu quand même, parce que c'est intuitif, c'est logique. Bref, le médecin MPR va de l'organe jusqu'à la fonction. Il part de l'infiniment petit, invisible, jusqu'à ce qu'il se voit et à ce qu'il y a un impact dans la vie des gens. C'est cette dimension, cette perspective qui fait que le médecin MPR fait de la médecine. Et c'est même une médecine, je dirais, c'est l'un des sentiments que j'ai eu, c'est une médecine, c'est même la plus vieille médecine du monde. La médecine avant l'ère chimique. C'est de la médecine de l'ère pré-chimique. Donc, tu encourages les traitements fonctionnels, les traitements physiques, mais par contre, tu dois te maîtriser les drogues, les médicaments, toute la modernité médicale pour savoir justement quand l'utiliser ou pas, quand faire le nettoyage dans les prescriptions, quand enlever les neuroleptiques à un malade qui a eu un traumatisme crânien pour faciliter sa rééducation. Tu dois savoir tout ça, tu dois être excellent dans ton domaine pour te permettre de t'en affranchir parfois, au contraire d'y faire appel. Par exemple, quand tu as un patient AVC, on y revient, tu vas utiliser des médicaments ultra modernes, la toxine botulique par exemple, pour diminuer la spasticité. Donc au final, tu dois jouer sur tous les tableaux, modernes, anciens, médicaments, physiques, rééducateur médical, rééducateur paramédical. Tu dois tout maîtriser pour pouvoir être un chef d'orchestre. J'ai tendance à dire, et c'est en cancérologie quand j'étais externe que j'ai appris ça, que quand on choisit sa spécialité médicale, il faut se poser 2 questions. Un, pronostic fonctionnel ou pronostic vital pour le malade. T'en as qui vont se dire, la mort, je peux pas, je dois rester du côté de la vie. Ouais. Deuxième question, maladie aiguë ou maladie chronique. Moi, ça m'embête de voir des patients pendant 6 mois, toujours le même, voilà. Je veux que ça tourne vite. La MPR, c'est une spécialité à pronostic fonctionnel qui traite essentiellement de la maladie chronique, du moins quand tu fais de la rééducation neurolocomotrice, comme j'ai fait au départ. Pour la médecine du sport, c'est différent. Tu vois les patients un petit peu plus sur le long terme, mais tu as une part toute urgence, traumatologie, qu'on discutera après si vous voulez. Ouais. Voilà. Et je ne peux pas faire la mort. Moi, je préférais être du côté ascendant, du côté on récupère, et il y a des histoires formidables. Ouais, j'imagine. Ça a l'air d'être très, très humain. Alors, je ne dis pas que les autres spécialités sont moins humaines, mais c'est vrai qu'il doit y avoir le fait d'être en équipe, d'être assez proche, je pense, du coup, des patients aussi, que tu vois, que tu suis quotidiennement pendant une certaine période de temps. Alors, j'ai une anecdote pour toi, justement, à ce propos-là, parce qu'on dit souvent que quand on est dans l'action, la réanimation, l'urgence qu'on sauve des vies. C'est vrai. Franchement, en plus, je sors d'un stage d'urgence, donc je vois vraiment le métier maintenant d'urgentiste, et même j'ai côtoyé des réanimateurs. Voilà. Franchement, gros respect pour cette spécialité. Moi, le stress, c'est pas trop pour moi, mais franchement, j'ai vraiment apprécié bosser avec eux. Et ils font un moment, et ils agissent à un moment précis qui est critique pour les malades. Ok. Sauf que j'ai des amis aussi, maintenant des futurs co-internes, bonjour à s'ils me regardent, qui passent de la réanimation en tant que spécialité à la MPR. Ils se disent, bon, c'était trop technique peut-être en réanimation, peut-être qu'il n'y avait pas suffisamment de contact avec les gens. Je peux comprendre, c'est vrai, des patients qui sont intubés, qu'on met sur le ventre, qu'on met sur le dos, voilà, qui ont des tuyaux partout, à qui on met des médicaments, des piqûres. Ça sonne partout. C'est sûr, c'est pas très humain, c'est assez froid, mais il faut des réanimations. Ouais. Mais bon, si on préfère plus le contact humain, discuter avec des gens qui parfois ont des aphasies,
de quoi, mais au moins on les voit évoluer et on a un contact, on les touche. On les touche pendant une demi-heure, on leur fait des examens analytiques, comme je te disais, pendant une demi-heure au moins. C'est la MPR en vrai, sa spécialité bio-psycho-sociale, parce que la vie en dehors de l'hôpital, il y a une part sociale énorme. D'ailleurs, les assistantes sociales, je tiens à les saluer aujourd'hui, elles font un travail formidable pour les malades. Ok, génial. Tu as parlé un peu tout à l'heure des gardes. On a une question de Charline qui demande sur les gardes de MPR. Ah, attends. Alors, elle ne va pas s'afficher en Les grand. gardes de MPR, ça peut inclure d'être appelé dans des services cardio, néphro, ATE, PTA. Oui, ou alors tu es appelé que pour les cas qui sont en rapport avec la MPR. Okay. Alors, Charline, bonsoir. Alors, déjà, là, tu parles. Donc, il y a des situations différentes. Les gardes, par exemple, la MPR, c'est pas une spécialité à garde à proprement parler. Okay. Sauf quand tu te retrouves, et déjà à Paris, c'est particulier par rapport aux autres endroits en France. À Paris, tu te retrouves, je te parle de mon expérience à moi. Quand tu es en structure hospitalière, les internes de MPR font des gardes dans les services d'urgence. Voilà. Quand tu es dans des structures extra-hospitalières, du moins pas en CHU forcément, mais ils peuvent avoir aussi un rôle universitaire, mais pour être simple en SSR, là tu fais ce qu'on appelle des gardes d'intérieur. Donc tu interviens sur tous les services de l'hôpital, donc qui comprennent de la pédiatrie, mais de la rééducation du coup, parce que c'est des soins d'adaptation, de la gériatrie, parce qu'il faut quand même une partie aiguë, de la psychiatrie, et tous les services de rééducation que ton hôpital contient. Je te réexplique l'exemple que j'ai pris au début. Quand moi j'étais en premier semestre, je devais intervenir beaucoup dans des services de rééducation digestive, de réadaptation digestive même, je crois que c'est ça le vrai nom, pour les patients par exemple qui étaient en post-chirurgical, à qui on avait retiré un bout de côlon, ou qui avaient un cancer, et qui se mettaient à avoir de la fièvre. Tu vois, ces patients, tu ne peux pas les laisser attendre le lendemain matin. Il y a un pronostic engagé à court terme. Tu dois les surveiller, au moins lancer un bilan, du moins il doit y avoir une évaluation médicale. Tout comme quelque chose qui a l'air anodin, une personne qui tombe. Une chute doit être constatée par un médecin. Donc là, tu te déplaces, tu vas consulter la chute. Mais voilà, tu vois, il y a là, tous les internes de MPR que j'ai côtoyés lors de mon précédent stage, ils venaient faire leur garde aux urgences. Tu comprends? Alors, elle parle de. Est-ce qu'elle demande s'il y a une garde de pavillon, par exemple Alors, pavillon, je ne comprends pas ce terme. Je ne sais pas si tu es de Paris ou pas. Même moi, je n'ai pas la science infuse, mais je ne vois pas de quoi tu parles. Peut-être qu'elle pourra nous repréciser dans le chat. Alors, peut-être plus concrètement, en ce qui concerne l'internat, Yes. combien d'années d'internat tu dois faire quand tu choisis MPR et quels sont les stages du coup que tu as l'obligation de faire et quelles sont les possibilités, on va dire, en termes de stage. L'internat de MPR dure 4 ans et après tu peux le prolonger par 2 ans de clinica ou de l'assistanat et éventuellement après cette étape un poste de praticien hospitalier si tu veux rester à l'hôpital ou éventuellement de praticien attaché si tu veux avoir une carrière extra-hospitalière supplémentaire. Donc, je vois un truc là, ils sont appelés quoi, les fourre-tout, c'est quoi? Ouais, c'est Charline qui précise, à Lyon, les internes ont des gardes de pavillon, ce qu'on appelle des gardes de pavillon, a priori c'est le fait d'être appelé un peu pour tout et n'importe quoi, même si c'est pas vraiment leur domaine. Bah écoute, moi la réadaptation digestive c'est pas mon domaine, et j'ai été appelé, donc si jamais tu penses qu'être appelé pour tout et n'importe quoi, bah, ça rentre dans cette case, dans ce cas-là, bah oui. Mais clairement, tout et n'importe quoi dans un hôpital, c'est assez limité, ça reste de la médecine quand même. Donc au final, c'est toujours un petit peu les mêmes motifs, c'est une fièvre, une chute, une constipation. Bon là, tu relativises avant de descendre. Tu te dis est-ce que ça peut attendre le lendemain, sauf si c'est vraiment une occlusion, un syndrome occlusif. Donc oui, si c'est ça ton pavillon, oui, voilà. Cela étant dit, je reprends donc l'internat. Donc, ton internat, il est fait en plusieurs phases. Phase socle, phase, je sais plus, consolidation, je crois. Et il y a une phase finale, voilà, de docteur junior. Et tu dois avoir des stages qui sont obligatoires durant chacune de ces phases. Lors de la phase socle, pour Paris et même pour toute la France, tu as un stage de MPR obligatoire et un stage libre. Donc moi, mon stage de MPR, je l'ai fait en rééducation neurolocomotrice. Ouais. Il y avait un peu d'ortho, un petit peu de neuro. Moi, j'ai plus été en neuro, donc j'ai vu un petit peu comment c'était la neuro. J'en avais jamais fait avant, je n'étais jamais passé en neurologie en tant qu'externe. C'était super. Voilà.
Et le stage libre, j'ai choisi de le faire aux urgences. Parce que justement, je me suis dit, un soir, j'ai eu un arrêt cardiaque. Et bon, l'évolution n'a pas été favorable pour la personne. Ça m'a un petit peu marqué. Comme tous les futurs internes, vous serez marqués par vos premiers décès. Et je me suis dit, ok, Charles, il faut que tu te formes en pathologie, en prise en charge de pathologie aiguë. Donc, je me suis dit, quoi de mieux que de faire un stage d'urgence pour se former dans la prise en charge de pathologie aiguë et apprendre à voir ce qui est grave, ce qui n'est pas grave, mettre en place les premiers secours, des petites pathologies de la bobologie qui peut être urgent, comme une exacerbation d'asthme par exemple, et que tu rencontres dans n'importe quelle structure hospitalière. Ouais. Deuxième phase, la phase, j'ai oublié son nom, mais ça dure 2 ans. Ouais. Là, pour le coup, tu devras faire la moitié en MPR. La moitié en MPR, c'est-à-dire tu peux soit faire 6 mois et 6 mois de MPR, tu fais tout sur un an, soit 6 mois, puis un autre stage, 6 mois, puis un autre stage. Et durant cette phase, tu dois avoir d'obligatoire un stage de rhumatologie ou de neurologie ou de pédiatrie et ou de pédiatrie. Okay. Là, tu vois un petit peu comment ça se dessine, les surspécialisations au cours de l'internat. Ouais. Donc voilà, moi je compte, là déjà je suis en rééducation neuro-orthopédique dans le prochain semestre. Donc ça va être un petit peu de neuro, mais surtout de la prise en charge de pathologie, donc qui relève de l'orthopédie initialement. Donc c'est le but du jeu dans mon projet professionnel intime. Et ensuite, écoute, je retournerai sûrement en rhumatologie. J'espère avoir une place dans les choix pour la prochaine fois. Après, dans un MPR qui est aussi drivé, qui est aussi orienté sur la prise en charge de pathologie ostéo-articulaire. Et pourquoi pas un autre stage dans l'appareil locomoteur également. Voilà. D'ailleurs, ça me rappelle quelque chose, le fait que j'ai parlé de la pédiatrie. C'est que là, il y a une question sur qu'est-ce que c'est en fait, ou qu'est-ce que tu fais en MPR pédiatrique. Ouais. En MPR pédiatrique, il y a des pathologies que tu ne vois pas, que vous ne voyez pas quand vous êtes externe. Tout simplement parce qu'elles ne sont pas au programme de l'internat, de l'EDN maintenant. C'est des pathologies pourtant qui sont fréquentes. Par exemple, la paralysie cérébrale infantile, c'est un bébé sur 550. Voilà. C'est quand même beaucoup. C'est dans la société, mais on n'est pas tous, comment dire, conscients, ou même on n'a jamais forcément vu. Moi, j'avais jamais vu un patient qui a une paralysie cérébrale avant que je sois interne. Donc, et pourtant, c'est des pathologies lourdes qui ont besoin de soins importants, d'une rééducation adaptée et individualisée pour au final vivre. Donc les pathologies que tu vois en MPR pédiatrique, parce que c'était ça la question exactement, c'est essentiellement de la paralysie cérébrale infantile, des myopathies, des maladies, des traumatismes crâniens, des accidents, donc de la pathologie ostéo-articulaire. Tu as aussi même de la médecine du sport, et tu as aussi des pathologies, j'ai déjà dit, du cadre ostéo-articulaire. Et là, j'en ne vois pas trop d'autres qui me viennent sous la main. Si jamais quelqu'un est spécialisé dans le domaine, je suis preneur pour compléter mon propos. Voilà. Très bien. Parfait. Pour les options possibles, du coup, tu viens de parler de la pédiatrie. Est-ce qu'il y a d'autres... est-ce que c'est une spécialisation que tu dois choisir si tu as envie plus tard de travailler principalement là-dedans? Est-ce qu'il y a d'autres spécialités comme ça que tu peux choisir? Alors, je ne sais pas s'il y a un DU spécifique de MPR pédiatrique. Je pense que ça existe. Mais il n'y a pas de FST, de formation supplémentaire. J'ai oublié le troisième mot, désolé. Pas très bon en abréviation. La FST, il n'y a pas de FST pédiatrique. J'en parlerai tout à l'heure. Il y avait une question aussi. En fait, ce qui est sympa, et même ce qui est très agréable avec la MPR, c'est que tu peux faire de cette spécialité ce que tu veux. Bon, sauf de la chirurgie, hein. On va pas se chauffer, même s'il y a des ténotomies quand même qui se font par les MPR. Donc ça, c'est des gestes très sympas. Je reparlerai tout à l'heure d'ailleurs de toute cette partie plurimodale du médecin MPR, couteau suisse. Du coup, ta surspécialisation finale part de ce que tu as envie de faire et des stages dans lesquels tu vas aller. Si tu sais faire, tu feras. Mais pour savoir faire, il faut apprendre. Et pour ça, il faut passer en stage. Il faut aller en congrès. Il faut faire des formations annexes qu'on te propose dans tes stages. Par exemple, tu as des congrès
qui sont, je sais pas moi, j'en ai fait 2 ou 3 l'année dernière. C'était Neuro-Euro, tiens, le quid. D'ailleurs, c'est très très bien. Je félicite les organisateurs et tous ceux. Et j'ai un bon souvenir de toutes les personnes que j'y ai vues et que j'ai vu y parler. Tu vois, la neuro-uro, c'est très important. Tu as des gens, ils se surspécialisent en neuro-urologie. Ok. Et d'ailleurs, c'est une partie exportable dans la pratique libérale. Donc, on parlera après là, de la pratique libérale, hospitalière et tout. Ouais. Pour te dire que si tu t'arranges pour aller dans différents stages pour y chercher une compétence, que tu la gardes et que tu la maîtrises, tu te constitues un portefeuille de compétences qui fait que bah, ta pratique future, du moins ta patientèle, te reconnaîtra pour ça. Donc, clairement, après, tu as des services qui sont plus ou moins surspécialisés. Et comme un job, bah, ils te prendront parce que tu as le CV nécessaire, tu as fait les DU bien. Par exemple, je sais pas, moi, tu as fait le DU de neurourologie, par exemple. À Paris, je sais qu'il y en a un très bien. Je crois que c'est le professeur Amari. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est lui. Et il a une très bonne réputation. Donc, il faut que ton projet soit cohérent, que ton parcours soit cohérent pour arriver en fait à une future surspécialisation, soit comment dire tacite, Ouais. soit là pour le coup avec une FST. Et la FST, tu en as plusieurs. Tu as la FST médecine du sport, tu as la FST expertise, parce que les médecins MPA sont tellement, comment dire, je ne vais pas dire forts, parce qu'il faut rester modeste quand même, mais sont tellement précis et ont tellement une vision d'ensemble, comme je te dis, qui part de l'organe à la fonction, donc qui couvre toutes les répercussions d'un handicap ou d'une maladie d'un patient. Ouais. C'est très intéressant pour, comment dire, pas revendiquer ses droits, mais dans les procès, les choses comme ça, quand tu dois avoir une expertise médicale, c'est assez intéressant, même si d'autres médecins le font très bien, parce qu'ils sont surspécialisés là-dedans, d'avoir un médecin MPR. D'ailleurs, j'ai fait un DU, moi, l'année dernière, de neurorééducation du mouvement, donc, qui était présenté par mon ancien chef de service, professeur Jean-Michel Graciès, à la faculté de Créteil. Ouais. Écoute, j'ai eu des cours sur la prise en charge, et du moins l'expertise du handicap invisible, les MPR, donc handicap invisible, c'est par exemple le handicap après un traumatisme crânien, on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, enfin, Ouais. c'est un thème très très présent. Ouais. Le médecin MPR est très important parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas, son œil le verra parce qu'il l'a déjà vu ça. Donc pas forcément comme d'autres médecins qui font très bien aussi leur travail, mais qui n'ont pas été entraînés pour la. Formé, ouais. Mm. Voilà. Ok. Tu as parlé de la médecine du sport. Il y a eu quelques questions là-dessus, Attends, euh, notamment Alban qui demande concernant la médecine du sport, est-ce que tu considères que la MPR comme étant la voie royale? Imen aussi demande comment on peut spécialiser en médecine du sport après avoir fait sa spécialité en MPR. ok, alors moi, franchement, la médecine du sport, c'est ma passion. Je pense même m'orienter définitivement vers ça, même si j'aime énormément tout ce que la MPR propose. Je sais pas, la rééducation neurolocomotrice, comme je vous l'ai dit dans mon premier semestre, j'ai trouvé ça formidable. C'est là que j'ai vraiment compris l'ampleur de la spécialité. Mais bon, j'ai compris là aux urgences que j'aimais bien aussi cette petite prise en charge aiguë, du moins de la pathologie aiguë. Bah écoute, il m'en faut un petit peu, mais pas trop. Bah, j'avoue que la médecine du sport, ça s'y prête bien. Donc, il y a des médecins qui te disent que la MPR n'est pas la voie royale pour faire de la médecine du sport, du moins qu'il ne faut pas que ça le devienne. Ce que je comprends très bien, parce que c'est pas du tout la vision du médecin MPR pour ces personnes-là. Ouais. Mais d'un autre côté, tu as d'autres médecins, des médecins du sport en l'occurrence, qui te disent que la MPR, c'est la voie royale pour faire de la médecine du sport. Alors, hormis que je vous laisse vous faire votre propre avis si jamais vous en côtoyez vous-même, moi je pense, et j'ai une réflexion qui pourra paraître nuancée par rapport à ce que je viens de vous dire entre ces deux extrêmes, c'est que le médecin MPR, c'est une personne qui part de l'organe, qui va à la fonction et qui analyse ses patients de manière extrêmement précise. Pour moi, il est capable d'acquérir et de développer les compétences nécessaires pour la prise en charge du patient sportif blessé. Mais aussi, et c'est ça qui fait la différence avec les autres spécialités comme, par exemple, je sais pas moi, les rhumatologues ou les médecins généralistes, ou même les médecins du travail. Je dis pas qu'ils le font pas, ils ont sûrement des patients blessés sportifs de cette catégorie-là que je vais énoncer. Mais le médecin MPR a quand même une plus-value, c'est qu'il
prend en charge la personne handicapée. Donc tu as tout le volet parasport qui s'ouvre à toi. Ouais. Et on va dire que même c'est dans les gènes du MPR. Améliorer la vie et la prise en charge des problèmes médicaux des malades qui sont en situation de handicap. Ça, quand même, c'est fondamental. Mais bien sûr, il faut être un excellent médecin pour gérer de la même manière la personne valide. Parce que la qualité de vie n'est pas impactée que tu sois que handicapé. Voilà, il faut savoir gérer les deux. Et c'est cette double casquette qui fait que le médecin MPR, quand même, se surspécialise très tôt dans la prise en charge des patients handicapés. Donc, ça, tu peux l'exporter avec ta grille de lecture de médecin MPR dans le parasport. Et c'est quand même une grosse plus-value. Donc, à vous de choisir. Ok, merci pour ton point de vue là-dessus. Euh, une autre question qui a été posée tout à l'heure, je crois, sur le libéral. Est-ce que c'est possible d'être médecin libéral en MPR et comment ça fonctionne? Et si oui, du coup, comment on gère ça? Ok, alors, en MPR, tout est possible. Il y en a beaucoup qui prennent MPR pour rester à l'hôpital, parce Ouais, que justement, la recherche hospitalière est très très facile d'accès, entre guillemets, parce que c'est une spécialité qui traite de la pathologie, où il y a encore parfois tout à faire, et où parfois bah, on a un petit peu plus le temps, c'est vrai, vu que l'évolution se fait sur le long terme, de travailler, de faire des études. Voilà, pour rester simple. Mais tu as des personnes aussi qui bah, veulent développer une carrière en libéral, et qui imaginent que ah bah c'est pas trop compatible, bah, comme mon médecin traitant, d'être dans un cabinet, tout seul ou dans une structure avec des collègues, une maison de santé, et de faire de la MPR. Voilà. D'ailleurs, il faut avoir un accès handicapé hein, dans ces maisons de santé. Voilà. Petit message de bien sûr, c'est vrai, faut y penser. il faut y penser toujours, une rampe d'accès. Mais moi, je pense que j'ai réfléchi à ça et je vais dire mon projet et peut-être que ça va sonner dans les oreilles de certains. Je pense qu'avoir une activité hospitalière est indispensable maintenant pour les médecins de demain, rien que pour rester à jour. On a la chance en France d'avoir des hôpitaux qui Ouais, sont véritables comment dire, incubateurs de connaissances, avec des médecins qui sont en perpétuelle évolution, des médecins au niveau des connaissances, des compétences. Bref, hôpital indispensable. Mais aussi le libéral. Le libéral, moi, j'ai été élevé, j'ai des parents médecins, c'est quelque chose, j'ai vu que c'est important. C'est important dans le sens que ils m'ont transmis ce petit côté entrepreneurial qui te met en challenge, qui ouais. te dit écoute, c'est toi ton propre chef. C'est très sympa. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, je pense que pour moi, le libéral, c'était aussi indispensable. Donc, il faut jongler entre les deux. En termes de proportion, j'ai des connaissances qui le font. C'est possible. On va pas se cacher que le médecin MPR, c'est pas celui qui va travailler le plus en libéral possible. C'est pas des exceptions, mais si tu as envie de le faire, tu peux le faire. Donc, hospitalier, pour moi, le poste envisagé plus tard, ce sera praticien attaché. Ouais. Et libéral. Libéral où? Est-ce que c'est dans une maison de santé? Est-ce que c'est tout seul? Est-ce que c'est dans une structure de soins qui ressemble à un SSR? Moi, en tout cas, je sais que, vu que j'aimerais quand même faire de la médecine du sport, il y a des instituts, il y a pas des cliniques, je dirais, mais du moins des centres qui sont spécialisés et qui recrutent des médecins et qui leur permettent de travailler en libéral au sein de la structure. Ok. Voilà, pour moi, ce serait le projet. Donc, tout Et- un pied à l'hôpital parce que je considère que c'est ouais. important. Et moi, mon ratio idéal, ça serait, on va dire, je vois qu'il y a des personnes qui ont un poste universitaire et qui font du 1/5e, par exemple. Bah voilà, moi, pourquoi pas faire une vacation par semaine à l'hôpital. Je sais pas, ça se gagne tout ça. Tu peux pas dire, oui, mon but c'est de bosser un jour sur 5 à l'hôpital. Non, tu vois, je suis encore jeune interne. Là, moi, il faut que je bosse 7 jours sur 7, tu vois, ou 6 jours sur 7. Donc, c'est trop loin encore pour te faire ce projet-là. Mais j'ai des projets entrepreneuriaux à côté qui font que je sais que incompressiblement, elle va diminuer la part hospitalière de mon travail à l'hôpital, mais je tiens quand même à la maintenir pour le futur. Ok, intéressant. Et Chloé demandait du coup si c'était possible, plutôt dans quel domaine de la MPR. Alors Euh, Chloé, il y a la question complète, c'est ça? est-ce que c'est une spé qu'on peut faire en extra hospitalier et plutôt dans quel domaine de la D'accord. MPR Ah si oui, vous... très très bonne question. Parce que tout en MPR ne s'exporte pas facilement. Ouais, c'est ça. L'idéal serait de pouvoir, comment dire, faire des injections de toxines en cabinet,
de toxines botuliques pour traiter la spasticité des patients qui ont des séquelles d'AVC. Oui, en cabinet, ça serait top ça. Franchement, il y aurait un accès aux soins formidable dans un monde idéal où le médecin MPR peut avoir son petit cabinet avec sa petite rampe d'accès pour les personnes en fauteuil, faire ses injections comme à l'hôpital, disposer de soins hospitaliers en ville, c'est l'idéal. Sauf que c'est pas possible actuellement. Donc, tout ne s'exporte pas en MPR. Il y a certaines choses. J'ai pas une expérience de fou furieux, mais je vais quand même dire ce que je pense qui s'exporte et que j'ai vu s'exporter. La médecine du sport. Là, c'est de la médecine voilà, de l'appareil enfin, de la médecine qui traite des pathologies ostéo-articulaires. Ça se fait en libéral. 2, en neurologie aussi. La neurologie, on a tendance à croire que ça reste stricto sensu à l'hôpital, mais il y a une partie de la neurologie, notamment ceux qui réalisent des électromyogrammes, qui peut se faire en ville. Ça, c'est toute une partie qui peut s'exporter en ville. On n'est pas obligé d'aller à l'hôpital pour se faire un LMG. Donc, tu peux le faire en ville. Le MPR peut très bien se surspécialiser dans la prise en charge des patients avec des pathologies neurologiques qui requièrent un électromyogramme et les faire dans son cabinet libéral. Ok. Après, tu as toute la partie neurourologie. Il y a 3 spécialités capables de faire des bilans urodynamiques. Ce sont les urologues, les gynécologues et les médecins MPR. Désolé pour le petit bug. Donc, les médecins MPR peuvent être recrutés dans des structures qui ont à leur disposition du matériel, des salles d'endoscopie où tu peux faire des bilans urodynamiques. D'ailleurs, on trouve un point d'accord avec les urologues de ce que j'ai compris dans l'état d'esprit, parce que les urologues, eux, je ne vais pas dire de bêtises, il y en a certains sûrement qui aiment beaucoup faire ça, mais de manière générale, un urologue, il préfère opérer. Il a choisi cette spécialité parce que c'est du bloc, parce que c'est de la chirurgie. Il faut comprendre qu'il y avait une certaine proportion des urologues qui aimaient bien que les médecins MPR s'épanouissent dans l'étude des bilans urodynamiques. Ok, tout le monde est content. Voilà. Mais ça revient au même de ce que je te disais tout à l'heure. Tu développes la compétence, tu viens bon dans ton domaine, on te récupère pour ça. En fait, tu arrives à un tel niveau de surspécialisation parfois que même en ingeste, enfin, tu te spécialises juste en ingeste ou dans une modalité et on fait appel à toi pour ça. Par exemple, il y a des médecins généralistes, quand j'étais externe à l'Institut Fabre-Roussy, équipe que je salue d'ailleurs, formidable en radiologie, il y avait une médecin généraliste qui s'était spécialisée en échographie, et je crois même en échographie de la thyroïde même. Donc, sur spécialisation, tu vois. Et elle était médecin généraliste, elle n'a pas fait l'internat de radiologie, et elle savait manier un échographe, c'était la meilleure dans son domaine. Elle était dans un des plus grands centres de référence de cancérologie en Europe, tu vois, même au monde. Ouais. Tu développes la compétence, tu la maîtrises, tu sais la défendre, on te récupère. Voilà. Ok. Il y avait une autre question de Jean-Richard sur le travail universitaire. Bonjour Jean-Richard. De faire de la recherche dans ce domaine. Et est-ce que toi, personnellement, c'est quelque chose que tu envisages Oui. Au moins à long terme, j'imagine? Alors, plus ou moins à long terme. On va se dire que dans toutes les spécialités, c'est pareil. La crédibilité, la notoriété universitaire passe par le travail universitaire au sein de l'hôpital. Tu dois développer des compétences pour arriver chef de clinique, voilà, praticien hospitalier et maître de conférence, puis PUPH. Tu vois, ça c'est le trajet pour toutes les spécialités. En MPR en particulier, c'est extrêmement riche ce qu'il faut développer. Tu as des études déjà dans toutes les sous-spécialités de la MPR, vu que c'est une spécialité transversale. Donc, tu peux bosser sur de la recherche en neurourologie, même en gynécologie, en pédiatrie. Voilà. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de recherches. Par contre, vu que j'ai passé mon premier stage en MPR, en neurologie. C'est extrêmement florissant. Donc, t'inquiète pas, tu as du travail universitaire vraiment à foison. Il suffit simplement d'être bien drivé. Bien drivé par des bons chefs de service. Je dis pas qu'il y a des mauvais, hein, mais je dis simplement que moi, j'ai eu que des bonnes expériences avec mes chefs de service et que j'imagine que la source vient de là. Donc, après, voilà, c'est un mouvement, c'est un entrain, c'est pyramidal. Tu as quelqu'un qui donne l'impulsion, le souffle de la recherche dans le service, et tu as tous les chefs de clinique, les praticiens hospitaliers qui y participent et qui, eux, t'encouragent aussi à y participer. Donc, moi, en tant que premier semestre, je suis tombé dans un super service où il y avait un très, très gros travail universitaire, et j'ai déjà fait un abstract, et je l'ai présenté au congrès international de la MPR. Ok. Pour tous ceux qui se demandent ce que ça veut dire MyPhysiatrist, là c'était l'International Congress of Physiatry.
Voilà, voilà. Donc, c'est les MPR. Ouais, c'est ça. En un seul mot. En un seul mot, voilà. Donc, c'était l'ISPRM. J'ai présenté, donc j'ai publié un abstract et il était affiché devant tout le monde. J'ai eu de mon retour, j'étais content, yes. Donc, ça fait plaisir. C'est des expériences, je te dis, voilà, au niveau universitaire, il faut Ouais, se faire une place pour avoir une légitimité, une crédibilité aussi, je pense. ouais, C'est important. Après, tu n'es pas obligé d'en faire ton métier. Par exemple, moi, PEPH, je sais pas de quoi l'avenir est fait. Je sais pas si dans 5 ans, ça sera mon objectif ou pas. Mais à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas le recul suffisant pour te dire, écoute, c'est la voie que je veux envisager. Là, j'ai plutôt le désir de faire, comme je t'ai dit, un poste, un pied à l'hôpital, une partie entrepreneuriale en libéral. Voilà. Moi, ça me correspond assez à ce que je suis. Mais ah oui, ok. détail important. Ouais, Les médecins MPR, généralement, sont friands de faire de la recherche. Pourquoi? Parce qu'ils ont un petit peu plus de temps par rapport aux autres médecins. Notamment la. Moi, je sais que tout mon travail de recherche, les Excel, le recueil de données et tout ça, l'examen des patients, parce que, waouh, magique, tu vas faire des études cliniques où tu vas devoir incorporer des données extrêmement précises que tu distilles de l'examen clinique de tes patients. Donc, c'est fantastique de faire des études cliniques comme ça. Vu que la spécialité est fonctionnelle, le travail universitaire doit être aussi fonctionnel. Donc, tu dois examiner tout le temps, tout le temps, tout le temps tes patients. C'est pour ça que tu es un excellent clinicien. Et que tu as le temps un petit peu de faire, un petit peu de faire du travail universitaire, parce que tu as un petit peu de temps l'après-midi, on va pas se le cacher. tant mieux, tant mieux. Après, j'ai pas Faut en découvert profiter. encore, comme la rhumato ou quoi. Mais bon, voilà, j'imagine que faut démystifier tout ça. Je pense qu'ils ont un petit peu le temps aussi l'après-midi. Voilà. Oui. Notamment quand ils veulent Euh, faire des avis aux urgences. Voilà. Non, je rigole. au niveau des différents internats, des différences entre les villes, est-ce qu'il y a des villes mieux que d'autres à la fois pour choisir la spécialité MPR ou au niveau de la recherche? C'est D'accord. des questions de Lisa et de Benjamin. Ok, alors, je vais pas dire qu'il y a des villes meilleures que les autres. C'est impossible. Je le pense même pas. Voilà. La seule vision que j'ai, c'est que et pour te dire que je ne peux pas penser ça, c'est que la formation des MPR est nationale. C'est la seule spécialité où les cours de DES, donc diplôme d'études spécialisées, donc Ouais, d'interne, se déroulent sur toute la France en même temps, sur la même session, les mêmes jours. Voilà. Tu as juste avec les dom-tom où c'est un petit peu en décalé, je ne sais pas trop comment ça s'organise. J'ai un ami là-bas, si jamais ça intéresse, envoyez-moi un message en relation avec lui. D'ailleurs, bonjour à lui s'il me regarde, Hugo. Mais en tout cas, tout le monde est homogène en termes de formation initiale. Après, ce qui compte pour choisir ta ville, il faut euh, savoir si tu vas dans une ville où il y a plusieurs services, plusieurs hôpitaux, plusieurs CHU pour tourner et pas simplement graviter entre 2 hôpitaux universitaires et éventuellement un centre ou 2 de rééducation durant tout ton internat. Voilà, ça c'est. Je sais, enfin, je n'ai pas d'idée en tête là comme ça où il y a vraiment cette situation. Mais de fait, je sais que les 2 villes où il y a le plus de services hospitaliers, ouais. c'est Paris et je crois, je ne sais plus si c'est Toulouse ou Montpellier. Je ne sais plus. Mais en tout cas, il y a une ville du Sud, bonjour aux gens du Sud d'ailleurs, qui sont voilà, qui ont une grosse richesse de services. Après, je t'avoue, je connais pas les autres. Ça se trouve, il y en a un ou deux de moins à Dijon ou à Brest, je sais pas, mais moi, dans ce que j'ai, ma ville, c'était pour des raisons personnelles que je suis resté à Paris. Ouais. Et aussi, j'étais content de savoir que c'était l'une des villes où il y avait le plus de disponibilité en termes de diplôme universitaire, de services, de surspécialisation éventuelle. C'était Ouais. extrêmement riche. Donc, j'étais content. Ok. Euh, alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, j'ai vu un truc sur la médecine du sport ou je sais pas quoi. Alors, ouais, il y a pas mal de questions sur la médecine du sport. Bon, alors Euh, attends, les médecins du sport là en herbe, ils sont où? il y en avait pas mal. Alors, il y en avait une sur est-ce qu'on peut faire médecine du sport et travailler dans une équipe? Ah bien sûr, ah bah oui, oui, j'ai oublié de te dire ça, bah, quand on fait de la médecine du sport, bah oui, 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 bien sûr, bien sûr. C'est une part hyper importante d'ailleurs, enfin, je suis choqué de la facilité que j'ai à côtoyer des médecins du Stade français, de l'équipe PSG féminine.
Enfin, c'est un truc de fou. C'est tellement un truc que tout le monde, les médecins MPR, et ils sont tellement prisés qu'au final, ils se retrouvent à des super postes avec des super responsabilités en termes de gestion de sportifs et de leur performance. Ouais. Alors qu'ils sont à côté de toi, tu les connais, tu connais un ami d'un ami, tu leur as parlé, tu leur as fait à la main, avec le médecin du Stade français avant-hier au téléphone. C'est hyper accessible. Donc c'est pour ça, moi je vous dis, faites votre propre avis. Je vous ai donné ce que certains médecins disaient, ce que d'autres disaient, ma vision personnelle, peut-être un petit peu nuancée, en faisant l'équilibre entre ce qui vous plaît, et vos passions et votre procédure. Voilà. Mais en tout cas, sachez que c'est accessible et que c'est pas mal pour ça, voilà, la MPA. Ok, toujours sur la médecine du sport. Il Mm. y a Imen qui demandait s'il Et fallait ça- faire une capacité en médecine du sport oui, pour oui. être Alors, spécialisé. oui, oui, oui. Alors, oui, oui, c'est bien sûr. Alors, il y a deux choses. Pour faire de la médecine du sport, enfin non, mais t'as même trois choses. T'as un DU, Ouais. DU médecine et traumatologie du sport. J'ai deux amis de co-internes, bonjour à Thomas et Dimitri d'ailleurs s'ils me voient, et même Alexandre, je crois un troisième, qui le font. Donc, faut faire le DU, je pense, c'est important. Ça te donne des Ouais. compétences pour discuter dans cette surspécialisation-là. Mais je ne sais pas si tu peux mettre médecin du sport sur ta plaque, je t'avoue, je ne crois pas pour cette option DU. Tu peux Ouais. simplement que tu as DU de médecine et traumatologie du sport et où tu l'as fait. Deuxième chose, tu as la FST, donc la médecine du sport. C'est deux stages de 6 mois dans des services de médecine du sport où tu dois faire, donc qui sont dédiés à cette formation, qui ne sont pas accessibles aux autres internes. Donc c'est vraiment Ok. la surspécialisation pour ceux qui présentent la FST médecine du sport. Et donc ça, tu dois valider ta FST en rendant un mémoire, donc à tes professeurs qui t'ont accepté dans la FST. Tu ne peux pas, à l'heure actuelle, dire que tu es médecin du sport après avoir fait cette FST, donc 1 an supplémentaire d'internat. Tu ne peux pas. Mais j'ai mon coordinateur qui m'a dit l'autre fois, lorsqu'on se voyait, celui qui gère les internes sur Paris, que peut-être dans un avenir plus ou moins proche, peut-être que ça sera le cas. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est des discussions en termes de logistique qu'il y a dans les couloirs, Ok. entre les éminents pontes de la MPR. Voilà. Bonjour s'il me voit d'ailleurs. Et troisièmement, pardon, la capacité. La capacité, c'est différent. C'est 3 ans d'études supplémentaires après l'internat pour pouvoir dire que tu es médecin du sport, là, à coup sûr. Ok. Moi, perso, j'aimerais faire les trois. Voilà. Je suis pas, les études, ça me fait pas peur, tu sais. Je pense que pour avoir justement, comme je te disais, la compétence pouvoir jouer dessus, la mettre en avant après quand tu as un travail, Mhm. bah, il faut s'être mis toutes les chances de son côté et avoir fait le tour du rayon, entre guillemets, pour te dire peut-être pas que tu es le meilleur, mais au moins que tu sais de quoi tu parles et qu'on peut te faire confiance. Parce que c'est ça maintenant. Il faut comprendre que quand tu es médecin, les gens te font confiance. Voilà. Donc, Ok. il faut leur rendre, il faut être crédible vis-à-vis d'eux. Là, je vois une question, là, c'est quoi ça? Au niveau des masters. Alors, ouais. Au niveau des masters, est-ce que c'est utile Non, à l'étranger, je sais pas trop comment ça fonctionne durant l'internat de M2 d'ailleurs. Je t'avoue, moi non plus. Les masters. Ah oui, si, master. Master, je sais pas si c'est utile d'en faire à l'étranger. Je t'avoue, je pense que ça peut être apprécié d'avoir une compétence à l'étranger. Même des stages à l'étranger. Je pense que c'est apprécié. Mais, surtout dans les pays anglophones, j'imagine. Mais après, je sais pas si c'est une nécessité. Donc, à voir avec déjà dans la ville dans laquelle tu le fais, s'il y a un poste qui requiert peut-être un master fait, je sais pas. Je pense que c'est hôpital dépendant, voire ville dépendant. Deuxièmement, oui, alors tu as des masters, et là, il faut que tu prennes une année à blanc, en fait, que tu prennes pas de stage durant cette année, et là, tu poses ton master. C'est un travail de recherche, un mémoire à la fin. C'est sympa. Des fois, c'est nécessaire même pour avoir ton poste de chef de clinique. Je sais que sur Paris, on aime bien que les étudiants aient un master avant de pouvoir prétendre qu'ils auront le poste de chef de clinique. Après, je t'avoue, ça dépend de tout un chacun. Tu as des gens, ils peuvent avoir fait des choses avant médecine, après ou pendant, sans forcément avoir fait de master. Il se trouve qu'à un moment donné, il y a besoin d'un médecin en poste de chef de clinique à cet endroit-là ou de praticien hospitalier, t'es bon, tu t'entends bien,
avec l'équipe, on te prend. Voilà. C'est extrêmement simple. En plus, je sais pas comment ça marche dans les autres spécialités, mais en MPR, pour le coup, c'est un bon état d'esprit. On te casse pas. Voilà. Et on sait que si tu as de la compétence, tu peux assurer derrière. Tu es sociable, tu es gentil. Voilà. On te fait confiance. Ok. Et une dernière question sur la médecine du sport. Tu peux y aller, Quel hein. est l'atout de la MPR pour faire médecine du sport par rapport à la médecine générale? Puisque dans les deux voies, c'est possible. Oui, c'est bien sûr possible dans les deux voies. Comme je le disais auparavant, c'est une formation complète, la MPR, où tu es habitué et tu sais gérer, tu apprends à gérer de la pathologie chez la personne valide et chez la personne handicapée. Déjà de un, donc tu as sport et parasport, athlète par athlète. Voilà, c'est la spécialité. Tu ne l'auras pas dans les autres spécialités. Je Ouais. reconnais qu'il y a des médecins qui sont des électrons libres, peut-être, ou même un petit peu plus, qui savent gérer des problèmes dans le parasport. Ok, franchement, gros respect à eux et j'imagine qu'on travaille même ensemble. Mais de fait, la MPR, c'est une spécialité qui met quand même au centre de l'échiquier la personne valide et la personne handicapée. Déjà de un. Donc, une pathologie différente, sur spécialisation nécessaire. Deux, c'est la philosophie de la spécialité. Tu pars de l'organe, tu arrives à la fonction. C'est omniprésent partout. La grille de lecture du MPR, c'est ça. Analyser précisément l'organe, remonter le temps ou remonter le fil, comme tu veux, jusqu'à la fonction et, pour le coup, dans la médecine du sport, à la performance. Et à la performance, notamment chez le sportif amateur ou le sportif de haut niveau. Donc, parce que c'est pas pareil, hein, c'est un monde différent. Le haut niveau, c'est pas du tout les mêmes attentes. Tu Ouais. dois être beaucoup plus précis. Donc, comme tu as fait une spécialité où on t'apprend à être précis, et ben voilà, c'est une compétence supplémentaire par rapport à d'autres médecins que je respecte énormément et qui se hissent au niveau s'ils sont là à ce jour-là, dans ces équipes aujourd'hui. Mais pour le coup, le MPR, c'est dans tes gènes. Tu as une grille de lecture façonnée de ton entrée dans l'internat jusqu'à la sortie, à être précis, être très fort en médecine, dans la médecine d'organes, transversale, et aussi dans la fonction et son évaluation. Très important, l'évaluation de la fonction. Parce que c'est bien de dire, oui, d'accord, ok, il remarche, ok, mais non. Non, 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 non. Tu as des évaluations précises, des tests précis que tu ne retrouves pas dans les autres services, tout simplement parce qu'ils n'ont peut-être pas le temps, qu'il y a d'autres problèmes à gérer. Par exemple, un médecin généraliste, j'ai pu voir là aux urgences, tu peux pas faire 36, tu peux faire de la spécialité. Enfin, tu peux te surspécialiser si tu as fait un DU, d'accord, mais tu auras tout le temps, et c'est une compétence propre à eux et qui est responsable de leur spécialité, ce côté général. Donc, la MPR, il y en a certains qui diront que c'est le médecin généraliste de la personne handicapée. Moi, je n'ai pas soit encore la maturité, soit je ne le vois pas comme ça, je ne le conçois pas comme ça. Ouais. Non. Pour moi, tu es capable de gérer le handicap parce que tu es extrêmement précis, parce que tu as une grille de lecture fonctionnelle, mais aussi analytique au niveau de l'organe. C'est clair? Ok. Je ne sais Ouais. pas si j'ai répondu à monsieur. Voilà. En tout cas, c'est clair pour moi, mais a priori, pour les autres aussi. De toute façon, n'hésitez pas à continuer à poser des questions si vous en avez d'autres. On va passer à la question que on pose à chaque fois, c'est la rémunération qui a été posée tout à l'heure d'ailleurs dans le chat. Combien est payé un médecin en MPR? Alors, j'imagine que ça dépend de plein de choses, mais voilà, est-ce que tu peux nous donner un peu des informations à ce sujet? Écoute, oui, je peux t'en donner. Déjà, il faut, comment dire, c'est important le salaire, je suis d'accord. Et ça dépend mais je pense pas qu'il faut que ça soit ça qui te drive, pas dans ton choix de spécialité. Tu peux parler salaire dans ton choix de spécialité, d'accord, mais dans ta surspécialisation. Je pense pas Ouais, qu'il faut réfléchir en termes de salaire dans la surspécialisation quand tu es médecin MPA. Il faut réfléchir en fonction de ce que tu aimes et ce en quoi tu es fort. ouais, D'ailleurs, c'est un adage en médecine du sport, l'organe crée la fonction, on entraîne l'organe pour améliorer la fonction. Voilà. Tu as des gens doués, il faut les garder doués et camper sur ces bornes-là. Un médecin MPR, je sais qu'il y a des chiffres qui circulent autour de 89 000 euros par an. Non, 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 non. Moi, j'ai pas vu un médecin MPR qui gagnait 89 000 euros ou 80 000 euros par an. Franchement, ça, c'est si t'es que à l'hôpital ou que te. Et encore, je sais même pas. Vraiment, c'est extrêmement variable. Tu as des médecins qui gagneront des milliers d'euros par jour parce qu'ils sont célèbres, parce qu'ils ont une patientèle qui a, je sais pas moi, peut-être de sportifs de haut niveau ou de personnes qui ont les moyens qui veulent des soins chers.
Ouais. Et dans ces cas-là, bah, tu seras un médecin MPR qui gagnera très bien ta vie. Tu as aussi des médecins MPR qui, eux, bah, écoute, ils travaillent simplement à l'hôpital, mais ils ont une partie de rémunération complémentaire avec certains congrès, certains laboratoires, pardon, pas des congrès, certains. Bien, bonjour Docamine, ça va perturber de te voir. Voilà. Euh, du coup, qui travaillent avec les laboratoires et qui peuvent obtenir soit une rémunération financière contre participation, contre mise à jour des connaissances, contre vraiment un travail personnel et de leur équipe soignante au sein de leur service, et qui au final bon, bah, vont avoir pour le service ou pour eux-mêmes une rémunération. Donc tu vois, on peut pas dire forcément qu'il y a des paliers faits comme ça, sauf Ouais. hospitalier, où là, bien sûr, tu as des paliers clairs. Et d'ailleurs, j'avais noté que parfois, alors, tu as poste d'assistant et de chef de clinique. Alors, je sais que le chef de clinique est mieux rémunéré que l'assistant. C'est environ 2500 voire 3000 euros. Et assistant, c'est uniquement par l'hôpital, c'est 2000 à 2500 euros. Voilà. Parce qu'en fait, le chef de clinique, il a toute une part hospitalière et universitaire. Il a une chaire universitaire, donc il est payé aussi par la faculté. Mais aussi, tu peux avoir, comme je t'ai dit, des rémunérations par des laboratoires, mais après, il faut que tu déclares que tu as des conflits d'intérêts ou des liens d'intérêts. Donc, il faut faire tes choix, comme ça, en fonction de tes attentes et de combien tu veux gagner. Tu es assez libre à ce niveau-là. Et après, donc ça, c'est hospitalier, mais tu as aussi la partie libérale, Ouais. où là, bah, tu peux développer une entreprise qui, je sais pas moi, comme des maisons de santé, où tu peux avoir des rééducateurs paramédicaux qui travaillent avec toi. Parce que c'est ça qui est facile aussi en MPR, c'est qu'il n'y a pas une relation forcément pyramidale entre Ouais. les rééducateurs, les médecins et tout. C'est même pas pluridisciplinaire, c'est interdisciplinaire les relations. On a besoin de communiquer, voilà, parce qu'il y a un projet commun, que c'est le projet du patient. Donc la proximité dans le travail se fait facilement, donc les collaborations internes, extérieures à l'hôpital, j'imagine, se font aussi facilement. Et là, bien sûr, bah, je pense, ça dépend. Je pense que tu dois avoir des métiers qui te permettent de gagner plus qu'à l'hôpital, ou moins, ou de manière complémentaire, bah, si ça marche pas, bah, moins. Et, mais c'est extrêmement variable. Là, je j'ai pas forcément de chiffres clairs en tête à te dire, mais je sais parfois que ça peut monter haut. Ouais. Et parfois, bah, c'est dans les grilles normales. Voilà. Ok. Bon, j'espère que les personnes Cas, qui en tout voulaient avoir la réponse. excuse-moi de te couper, Comment? mais Vas-y. enfin, je sais qu'il y en a beaucoup, par exemple, qui voient la MPR, la pédiatrie dans ces fonds de tiroir salaire dans les grilles. Franchement, ne réfléchissez pas comme ça. C'est séduisant, je le sais. C'est même facile. Mais croyez-moi, si vous avez du potentiel, si vous faites des choses qui vous donneront de la valeur Ouais. sera forcément reconnue. Vraiment, je vous le promets. La valeur, du moins si vous l'orientez dans un but de rémunération, et que c'est possible d'être rémunéré pour vous, voilà, vous serez récompensé. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Vous faites du bon travail, vous aurez les moyens de négocier et d'avoir tous les arguments possibles pour vous vendre cher. Voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Très bien. Il y avait une autre question. Je voulais savoir si tu travaillais avec des enseignants APA. Oui, Ça te parle? Et si oui, fais-tu des prescriptions d'APA à tes patients en dehors de l'hôpital? bien sûr. Alors, oui, oui, tu travailles avec les professionnels en activité physique adaptée. Euh, donc, parce que c'est une modalité thérapeutique extrêmement importante, notamment Ouais, en neurologie ou en ostéo-articulaire. ouais. Tu dois parler avec eux, tu dois faire des prescriptions, et après, il y a une certaine autonomie pour eux dans leur évaluation, dans leur bilan. Et ça, j'avoue, moi, je ne suis pas spécialisé en APA, et c'est des études à part entière, donc ils ont toute une part d'autonomie. Mais par contre, tu dois discuter de la finalité et du projet pour le patient avec eux, parce que c'est un travail d'équipe. Chacun a sa Ouais. finalité. Eux, ils savent pas gérer une fièvre, ils savent pas gérer des problèmes de spasticité, ils savent pas faire du boulot forcément de médecin. Mais toi, tu sais pas faire le boulot d'APA. Donc, il faut être prêt à échanger des données précises, en l'occurrence, pour le patient, pour pouvoir les interpréter, les mettre en commun et voir si, bah, au final, ça va être mieux pour son état fonctionnel après ou pas. Et c'est comme ça que tu évalues au fur et à mesure, avec des checkpoints, bah, le rôle de chaque indicateur dans la prise en charge du malade. Et parfois, il y a des patients, là, on a parlé de l'APA, mais parfois, eh ben, l'APA, à mon avis, faut la garder. Mais par exemple, pour l'orthophonie,
bah, tu as des patients, eux, ils ont plus besoin forcément de faire de l'orthophonie à la fin. Donc, tu dois réévaluer comme ça, par palier, chaque patient. Et c'est pas forcément à vie la rééducation dans certains domaines. Ok, merci. Euh, Peut-être dernière question, on verra s'il y a d'autres petites questions pour la fin dans le chat. Tu en as parlé au début. Qu'est-ce que tu as des conseils à donner pour les personnes qui eh bien, choisiraient MPR pour préparer un peu ou entre la période entre la fin des ECN et le début de l'internat? Je crois que tu avais des, voilà, des petites idées pour préparer son internat. Ouais, déjà, après le DN, ou le CN, je sais pas, vous allez être, Il y aura les deux. vous êtes en post-traumatique. État de post-traumatique mental, jusqu'à l'attente des résultats. Même parfois, il y en a qui vont se prendre des gifles le jour des résultats. D'autres, au contraire, ils vont être au top. Ou d'autres, voilà, de moyen. Et donc, mental et physique. Vous allez être vidé, vous sortez d'un monde qui n'est pas la réalité. Vous allez vous balader vos premiers jours d'interne, vous aurez l'impression que les feuilles des arbres n'ont jamais été aussi vertes. Voilà. Donc, du moins, moi, c'est l'impression que j'ai eue, parce que j'ai travaillé, comme vous travaillez sûrement, à fond. Donc, on est déconnecté. Mais on est connecté mentalement et physiquement. Physiquement, on n'est pas réadapté. C'est pour ça, moi, je pense qu'un bon petit séjour en rééducation de tous les étudiants en médecine après l'ECN, ça ferait pas de mal. Ouais. Donc, du sport, reconnecter avec ses proches, reconnecter avec son alimentation, reconnecter avec soi-même. Moi, je pense que c'est les règles de base pour avoir un été sympa. Et surtout, un été où tu vas pouvoir arriver, tu seras frais. Le but du jeu, c'est d'être frais. Moi, j'ai pas fait de stage de super externe, j'ai pas fait de stage de FFI. Je connais certaines personnes qui en ont fait et ils sont arrivés très en forme pour le CN, pour l'internat, pardon. Ouais. Et franchement, gros respect à eux. Vraiment, je pense pas, moi, j'avais besoin de vacances. Je suis quelqu'un, j'ai besoin parfois de déconnecter. C'est pour ça que je vais faire du sport, voilà, un jour sur deux. J'ai besoin de déconnecter et j'aurais pas pu faire ce stage de super externe ou de FFI durant toutes ces vacances. Bonjour, docteur Marvel. Ok. Euh, les conseils que j'ai, c'est déjà Ouais. se reprendre en main, regagner des points de vie, parce que vous en avez perdu. Quoi que vous pensiez, vous en avez perdu. Donc il faut les récupérer et il faut reprendre soin de son poids. Il faut donc soit perdre du poids, soit en reprendre. Il faut faire du sport, il faut se reconditionner, avoir un bon système cardiovasculaire parce que vous êtes médecin, vous allez être soumis à des épreuves physiques et psychologiques, mais extraordinaires. Et quand je dis extraordinaire, c'est au sens littéral du terme. Vous allez être poussé, parfois dans l'extrême même, dans des situations de la vie que Ouais. personne, je dis bien personne, à part vous, allez vivre. Des décès en direct, des massages cardiaques avec des côtes qui craquent, qui cassent, des choses, des gens qui meurent, des choses comme ça, des gens, parfois des situations extrêmement heureuses, où parfois vous aurez envie de pleurer avec vos patients. Ça va être intense. Au niveau psychologique, ça va être intense. Mais aussi, important de se déconnecter. Oui, important de se déconnecter. Merci. Bravo, docteur Marvel, pour ce petit commentaire. Voilà. Donc, se déconnecter, c'est important. Mais je reprends, vous allez vivre des situations mentales qui vous allez douter, vous allez avoir peur, vous allez être heureux. Enfin, il faut savoir être résilient. Ouais. Et physiquement, vous allez être poussé aussi. Pourquoi? Parce que quand on vous appelle, ah bah il y a une fièvre, ah bah là il respire plus à 3 heures du matin, vous avez dormi pendant une demi-heure, que là faut être opérationnel, opérationnel, opérationnel. Le physique, ça joue. Il y a pas l'alimentation, le sommeil avant la garde, le physique, tout joue. C'est pour ça qu'il faut être complet. Il faut vous reprendre vraiment, avoir une qualité de vie extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai choisi la NPR. C'est parce que pour moi, après, il y en a, ils sont peut-être plus forts que moi, je sais pas. Je sais pas si c'est à cause de ça ou pas, mais c'est une spécialité compatible avec ma vie, avec la vie, avec le fait de faire du sport, avec le fait de prendre le temps pour manger bien, avec le fait de parfois, bah, comment dire, avoir un petit peu de temps l'après-midi, avoir le fait de faire du travail universitaire et de faire ce qui te plaît, prendre le temps avec les patients, discuter avec eux, pas passer bonjour, ça va, c'est comme le sketch des inconnus, oh bah il a fait le dodo, oh bah il a fait le caca, allez, c'est bon, c'est parti. Tu vois, non, moi c'est pas ça. Enfin, j'aimais bien moi ce côté de prendre son temps, mais pas en vain. Voilà, c'est pas des glandeurs les MPR, c'est fini là.
la vision du MPR qui croise ses pieds sur son bureau, qui fume son cigare. On fume plus à l'hôpital. C'est important de le préciser. Voilà. Non, mais Ok. non, je mets pas les pieds sur le bureau non plus. Voilà, c'est terminé, on se croise plus. Voilà. Mais Merci de partager cette vision et cette image du médecin MPR. Peut-être une dernière question d'Imen. Que pensez-vous de la réadaptation cardiaque? très important, très très important. J'avoue, j'ai pas trop vu parce que c'est tout un secteur dans le SMR, SSR anciennement, que j'ai découvert. Mais il y a aussi des rééducateurs, des professionnels en activité physique adaptée. Parfois, il y a même parfois des avis MPR, en effet. Mais je ne les ai pas vus, je les ai pas côtoyés. J'ai simplement comment dire, fait des interventions lors de garde pour des personnes qui auraient pu, et parfois ont, fait des récidives d'infarctus du myocarde. Donc c'est simplement ça. C'est pour ça qu'il faut être fort dans toutes les spécialités. Vous avez été externe, vous êtes externe, vous êtes interne, vous êtes médecin. Si vous choisissez MPR, vous n'allez pas vous dire que c'est terminé les médicaments, c'est terminé la médecine, maintenant il n'y a que l'après aigu qui compte. Non, 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 non. C'est une prise en charge globale du malade, avant, pendant, après. C'est juste que nous, on voit loin et on pense qualité de vie, on pense après l'hôpital. Voilà. Donc la réadaptation cardiaque, ce que j'en pense, c'est que c'est extrêmement important et que bien sûr, il faut se former pour ça. Je crois même qu'il y a un DU sur je ne sais pas où, mais qui est disponible sur. Enfin, vous pouvez voir les détails sur le site. De la COFEMER, c'est une société savante des médecins MPR en France. Vous avez la liste des diplômes universitaires et interuniversitaires, et je crois même que la réadaptation cardiaque est une surspécialisation possible. Corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que c'est possible de se spécialiser là-dedans aussi. Ok, parfait. Merci beaucoup et bien d'avoir participé à ce live, d'avoir répondu à toutes ces questions. On va pouvoir terminer ce live. Peut-être un petit mot sur toi, ton compte Instagram sur lequel tu publies quelques vidéos, quelques contenus. Est-ce que tu peux peut-être en parler rapidement? Oui, bah rapidement, écoutez, si là vous allez sûrement suivre mon compte Instagram pour voir du sport, la vie d'un interne. Je partage pas des vidéos, comment dire, où je me filme à l'hôpital, des trucs comme ça, en train de. Enfin, bon. Bref, moi je suis un petit peu fatigué avec le live, mais en tout cas, un interne qui se projette dans la médecine du sport, qui va, comment dire, vous montrer des stages où il va, euh, quelles compétences mentales et physiques il estime nécessaires pour y parvenir, et surtout des sujets qu'il travaille en dehors de ses stages. Il se lève plutôt le matin pour les travailler. Il va intervenir auprès de personnes qualifiées pour en parler et pour acquérir les compétences nécessaires pour vous les délivrer ensuite. Donc je fais des petites vidéos informatives, je fais des posts aussi informatifs mais au format écrit, tout ça pour vous aider à vous renseigner sur, en l'occurrence, la médecine du sport, comment y parvenir, et quand je passe en stage, vous mettre aussi ce que je vois parfois en stage. Voilà. Trop bien. Merci beaucoup, Charles. Et Et à puis, toi. merci d'avoir partagé cette passion pour l'MPR. Ah bah c'est vrai, maintenant la MPR, c'est ma vie, c'est ma passion, c'est Ouais, et dans son ça intégralité. se voit. Mm. Et puis, bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt peut-être. À bientôt, merci les conférences Cartésia, vous êtes une très bonne conf. Je les ai fait personnellement. Voilà. Merci. Bonjour à toute l'équipe. Bonne... Ouais, ça marche. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.